Merci Hélène. Je ne sais pas si tout le monde a accès à la présentation et au son. Si oui, oui, parfait. Donc c'est aussi un peu étrange pour moi parce que je préfère de loin les auditoires et les contacts humains, mais bon, on va faire au mieux aujourd'hui. Donc vous voyez le titre de la présentation, les cultures de demain seront-elles celles d'aujourd'hui? C'est un peu différent que le titre annoncé, mais enfin de toute façon, si vous êtes venu pour entendre parler de culture et de climat, ben, vous êtes au bon endroit. J'étais assez content que Hélène me demande cette présentation parce que ça m'a forcé à faire quelque chose que j'espère et que j'espère faire depuis des années. C'est vraiment rechercher, mettre, combiner, compiler les données agronomiques qu'on n'arrête pas d'engranger depuis une quinzaine d'années maintenant sur le terrain, dans les champs, dans les essais, et de les mettre en relation avec les données climatiques, toujours dans le but d'essayer de comprendre où on est, où on va. Sur ces 15 années, j'ai jamais dû faire autant face à des questions et des craintes des agriculteurs. On voit que les effets du réchauffement, ben, on le voit tous les mois, on peut voir des effets et ça peut faire peur. Ça peut aussi, il faut voir le côté positif, le côté négatif et c'est ce que je vais essayer de faire dans cette présentation. Alors, est-ce que ça fonctionne si j'appuie voilà. Non, voilà, ça marche. Donc, je ne savais pas si Hélène allait me présenter, donc je vais le faire en quelques slides. Donc, mon quotidien, moi, c'est les essais variétaux. Avec mon équipe au CRA, ben, on représente l'essai du catalogue. Donc, on a des essais grandes cultures, presque toutes les grandes cultures, à l'exception des betteraves sucrières qui sont faites par l'IRBAB, sur l'ensemble du territoire. Bon, nous, on s'occupe de la Wallonie, mais nos collègues de l'île Vaud font la partie flamande et on collabore étroitement. Donc, je passe ma vie dans les champs à faire des évaluations variétales, à faire des observations. Le monde des variétés est un monde vraiment que j'adore, dans le sens où ça nous permet de toucher vraiment à tout. Autant on doit s'intéresser aux maladies, aux insectes, à la physiologie, aux, aux itinéraires culturaux. Bon, bien sûr, même si j'adore mon côté généraliste, enfin c'est celui que j'essaye de développer le plus, je suis spécialisé dans un petit domaine qui est la cécidomie orange du blé. C'est par là que j'ai commencé, un insecte ravageur des grandes cultures, et peut-être que certains d'entre vous me connaissent plus sous cet aspect-là. Voilà, mais le but de mon travail depuis maintenant 10 ans, c'est l'évaluation variétale, que ce soit pour les autorités, pour les aider pour rendre les rapports et leur permettre de statuer sur le sort des nouvelles variétés, inscription, pas inscription, commercialisation, pas commercialisation, et le conseil aux agriculteurs à travers le livre blanc, les visites d'essais, les conférences dans les CETA, et toutes ces choses que j'apprécie énormément. Donc, bien sûr, je ne sais pas faire ça tout seul. J'ai la chance d'avoir une équipe nombreuse et très polyvalente. On est maintenant une dizaine. Dans ce travail-ci, je vais souvent faire référence à mon prédécesseur, à Jean-Luc Herman, qui nous a laissé énormément de données. Et donc, j'ai la chance, grâce à lui, de pouvoir travailler sur 30 ans. Et ici, on va travailler sur des séries de 30 ans au niveau des données agronomiques. Et par rapport à la météo, ça aide énormément. Et puis, lorsqu'on parle de cultures plus innovantes, on va en parler, hein, le tournesol, le pois chiche. J'ai la chance de pouvoir compter sur une deuxième équipe, là, Augustin, Félix et Adeline. C'est très utile quand il faut aller vite. Parfois, quand on n'a pas le temps de développer les projets vont arriver, mais ça prend toujours un petit peu de temps. On doit faire des appels d'offres, on doit demander des autorisations. Grâce à cette équipe, j'ai une réactivité sur les problèmes de nouvelles cultures et c'est très agréable. Alors bon, ici, bon, ce schéma, tout le monde le connaît, hein, c'est celui qu'on présente à la télé qui fait peur. C'est la hausse des températures moyennes. Donc au niveau global, mondial, on parle de 1,5 degré. Si on prend les températures sur le continent, on voit que c'est plus. Hein, on est déjà par rapport au début des données météo qui sont le début de la Belgique, hein, 1830. On voit qu'on a déjà gagné en moyenne 2,5 degrés. On voit la courbe, si je vais prendre le petit, j'ai le droit d'avoir le petit pointeur, si je retrouve. Voilà. Donc on voit la courbe ici, ben, ces derniers temps avec le Covid, on est habitué aux courbes exponentielles. Ici, ce n'est pas une exponentielle, c'est vraiment une courbe linéaire.
mais qui fait tout aussi peur parce qu'on ne voit toujours pas d'atténuation de la courbe et on ne sait jamais où elle va s'arrêter. En tout cas, ce n'est pas pour tout de suite. Donc ça, c'est ce qu'on connaît, c'est le réchauffement climatique tel qu'on en parle tout le temps. Mais derrière cette courbe de température, il y a énormément de données climatiques qui affectent plus ou moins les cultures et on va essayer d'aller voir ce qui se cache derrière cette courbe. Donc, ça ne marche pas. Pour passer au suivant, voilà. Donc, au niveau des rendements, en fait, ce qui est très interpellant ces dernières années, ici, vous avez les rendements en rouge du froment, en bleu de l'orge, en vert de l'épeautre. Ben, je ne veux pas parler ici des cultures dont le rendement augmente ou diminue, ça, ce n'est pas l'objet du jour. Ce qui est très interpellant et qu'on retrouve dans tous les pays européens, sans doute du monde, mais européens, ça, je les connais bien, on voit ces écarts de rendement, cette amplitude, cette variabilité du rendement, où on a des années excellentes comme 2015, des années catastrophiques comme 2016. Et puis, cette incertitude, s'il y a bien quelque chose qui augmente dans tous les cas, eh ben, c'est cette incertitude. Et on a ça ici pour nos céréales, mais on a ça en fait pour toutes les cultures. Donc ici, j'ai compilé les données de tous mes collègues belges, mais comme j'ai dit, on peut faire ça au niveau européen, c'est exactement les mêmes courbes. Donc ici, André m'a envoyé les données pour les betteraves sucrières. On voit aussi que 2016 a été catastrophique. Hein. Pour le maïs, ce qui est intéressant aussi, on voit que les années qui sont difficiles ne sont pas les mêmes selon les cultures. On va savoir l'expliquer après. Donc ça, c'est les données de l'île Vaud, de ma collègue Joop Pannekoek, où on voit aussi pourtant des rendements qui sont généralement assez stables, et puis ces dernières années qui sont en dents de scie. Au niveau du colza, c'est les résultats de la peau sur le site. Et donc, on voit le colza qui, lui, par contre, est touché de plein fouet par le dérèglement climatique. Et la pomme de terre, mes collègues de la FIWAP ici m'ont envoyé leurs données, et là, exactement aussi, on voit que les rendements sont de plus en plus irréguliers avec ces dernières années, des années difficiles au niveau des rendements. Donc l'exposé, le constat il est fait, il y a un problème, il y a un réchauffement. On va essayer d'analyser les causes de ces mauvaises et de ces bonnes années au niveau des rendements. Je vais tenter, ça c'est une analyse personnelle, de proposer des adaptations pour nos cultures, principalement pour les céréales, puisque c'est là que je me sens le plus apte, c'est le plus légitime à le faire. Et puis là, il viendra une petite pause où chacun pourra poser ses questions. Et puis, on parlera des nouvelles opportunités, des nouvelles cultures, avec principalement le blé dur, le tournesol et sans doute le pois chiche, si on a le temps de le faire. Donc, les causes sont généralement connues. Hein. Donc, il y a les précipitations qui peuvent être de plus en plus abondantes sur certaines périodes. La cause majeure, c'est les sécheresses répétées. Le rayonnement, c'est plutôt un effet positif, mais qui est souvent sous-estimé et qui pourtant nous permet beaucoup de choses. Les maladies, là, on va voir que ça va dans tous les sens. Les insectes, ça, c'est un gros problème. Les virus, ils sont liés aux insectes, hein, et aussi, c'est une problématique qui augmente. Et les problèmes de fertilité d'épis, ou de fertilité dans d'autres cultures, qui sont aussi un problème tout à fait en croissance. Alors, si on prend les précipitations par rapport à la sécheresse, je fais 2 colonnes simplement pour dire qu'on remarque ces dernières années qu'on passe de plus en plus dans un climat où on a une période humide, une période sèche. Alors, quand on a une période sèche, elle dure des mois. Et puis on attend la pluie. Et puis, quand la pluie démarre, on ouvre les robinets et puis on attend que ça s'arrête tellement ça tombe. On le voit très bien sur ce graphique qui reprend les 5 dernières saisons. J'ai pris des saisons au niveau saison céréalière, où en fait vous avez la courbe noire, c'est les moyennes de précipitation. Donc avec le mois le plus sec qui est le mois d'avril, le mois le plus humide avec le plus de précipitations qui était le mois d'août. On retrouve ici chaque année évidemment. Et ce qui frappe déjà là-dedans, c'est que j'ai mis des couleurs pour que ça ressorte.
les mois humides sont souvent très humides, trop humides. On a des mois bleus là où on est largement au-dessus des moyennes mensuelles. Et les mois secs sont très, très secs. En fait, on a autant d'orange foncé et de bleu foncé que d'orange clair et de bleu clair qui sont les mois où on a atteint des valeurs proches de la normale. Donc, bon, la pluie est souvent, vous allez voir, plutôt positif et recherché, hein, mais parfois, il y a certaines années, heureusement c'est rare, où cette pluie a posé de gros problèmes. Bon, je ne parle pas des problèmes qu'on rencontre actuellement pour semer, parce que voilà, c'est désagréable de devoir attendre les fenêtres, mais globalement, on sait bien que les pluies qu'on a eues ici en automne, eh bien, on en avait vraiment besoin, et elles vont faire plus de bien que de mal sur la saison qui va venir. Mais si je reviens à 2016, donc c'est vraiment l'année où à la fois les betteraves et les céréales ont connu des rendements catastrophiques. Hein. Pour les céréales, on est tombé à 5-6 tonnes, donc il faut reculer jusqu'en 1950 pour retrouver des rendements aussi faibles. Eh ben, c'est expliqué par les 35 jours de pluie sur les 45 ici, dans la période allant du 22 mai jusqu'au 5 juillet. J'ai mis l'année 2017 juste pour comparer, mais ça, c'est une année où on a trop d'eau à un moment où on n'en a vraiment, vraiment pas besoin. Et donc, ça, c'était cette pluie ici. Alors, sinon, ben, en règle générale, la pluie, ben, on en voudrait sans doute un peu plus ou certainement beaucoup mieux répartie que ce qu'on a actuellement parce que depuis la fin juin 2016, on a déjà eu 3 périodes de sécheresse très marquées, des sécheresses différentes. Hein. La première sécheresse, elle a été très longue, elle a duré 14 mois et elle a affecté toutes les cultures, mais dont les céréales. Par contre, la deuxième période de sécheresse, en 2018, là on voit, si vous vous souvenez, le graphique, par exemple, c'est les pommes de terre et les maïs qui ont été les plus affectés. La sécheresse était plus courte et surtout a démarré seulement au mois d'avril. Donc les céréales qui étaient implantées, bien sûr, à l'automne avaient déjà des racines suffisamment profondes pour ne pas en souffrir, en tout cas dans les sols les plus profonds. Ça, je vais revenir à ces différences. Et puis alors, cette année, 2020 a aussi été, on peut vraiment considérer de nouveau une sécheresse de 5 mois, donc une sécheresse plus courte mais très intense, qui a aussi, selon les cultures, provoqué des dégâts et certainement a pesé sur les rendements. Pas partout, pas tout le temps, mais dans certaines situations qu'on va découvrir. Donc ici, quelques photos de ces dernières années, que ce soit les crevasses, que ce soit les céréales qui souffrent. Ici, on voit les colorations anthocyanniques hein, qui révèlent un stress, les jaunissements, les feuilles qui jaunissent. Le rendement est affecté, ça c'est 2017. Il est affecté pourquoi? On a des dernières feuilles qui sont très courtes, donc on diminue le rendement de la chlorophylle. Donc la photosynthèse diminue, le nombre d'épis est plus faible, ici la hauteur de paille, la hauteur des plantes, ça joue sur la paille, évidemment. 2017, pourtant, quand on regarde de nouveau mon graphique des rendements, hein, on voit que c'était après la catastrophe de 2016, donc ce n'était pas mauvais comme année. Et ça, c'est de nouveau, ce graphique, c'est des moyennes. Donc c'est une moyenne des 9 essais officiels en céréales. Et donc, les moyennes, comme toujours, ça cache beaucoup de choses. Et par rapport à la sécheresse, on n'est pas du tout égal. Et selon les régions, vraiment, il y a des très, très grosses différences. Et on le sait, mais ici, j'ai la chance de pouvoir le montrer. J'ai regroupé en rouge les essais qu'on a dans le CONDRO et en vert les essais en SB et en NO. Donc, les sols les plus profonds, bien sûr, ici pour l'ASB et le NO. Et quand on regarde sur la dernière décennie, on a 4 années avec des sécheresses. Je ne vais pas parler de 2010, c'était il y a plus loin, mais on voit qu'on n'a eu que 110 litres sur l'ensemble des 3 mois, avril, mai, juin. Ici, 2017, 2018 et 2020, on vient d'en parler. En fait, ce que je voudrais que vous regardiez, ce n'est pas les niveaux de rendement, mais c'est l'écart que l'on peut observer entre les histogrammes rouges et les histogrammes verts, donc entre les essais chondrusiens et les essais esbignons. Et donc, on voit qu'une mauvaise année comme 2016, elle est mauvaise partout, mais qu'en fait, les rendements obtenus dans le CONDRO ne sont pas très différents de ceux de SB.
2015, année excellente, année de tous les records, ben là aussi, les rendements du contron sont très proches. Mais par contre, dès qu'on a un problème de sécheresse, on voit les rendements du contron qui décrochent par rapport à l'ASB. Et ça, évidemment, je vous montre les données du contrôle, mais si vous allez en Famenne ou en Ardennes, c'est encore pire, bien sûr. Donc, j'avais en 2017 renommé cette carte, et c'est la carte qui présente les profondeurs de sol meuble. J'avais renommé cette carte carte de rendement parce que c'était tellement évident que tout ce qui est au nord de Sillon-Sambre-et-Meuse, donc ici bien en vert, avec les sols les plus profonds, sont bien plus tolérants à la sécheresse et que ce qui est en dessous. Donc ici, vous avez le Condro, et puis en rouge, avec des sols encore plus fins, encore plus superficiels, vous avez la Famenne, puis vous avez l'Ardenne. Et dès que vous avez la sécheresse, ces différences se marquent très, très fort. Alors, si on voit sur les courbes de rendement, vous voyez que l'épeautre n'augmentait pas, contrairement à l'orge et au froment. Je crois que c'est pas spécialement. En fait, la raison principale, c'est que les épeautres sont toujours cultivées, pas toujours, non, je reviens sur ce que j'ai dit, mais sont majoritairement cultivées en Ardennes, en Gaume, en Famenne, en Condro, donc sur des sols plus superficiels, sur des sols qui retiennent moins l'eau. Et donc, ils subissent beaucoup plus les effets de la sécheresse. Donc, on peut retrouver un peu la même chose que ce que j'ai montré avec le graphique des froments, où les années de sécheresse, 2017, 2018 et 2020, on a les rendements obtenus en SB, ici à Gembloux, sont nettement supérieurs à ce qu'on a en Condro, en Ardennes ou en Gaume, alors que ce n'était pas le cas les années où on a suffisamment d'eau. Donc, ici, on voit le sol, ici, ça c'est à Warempage, près de la Roche en Ardennes, avec un sol très caillouteux. Oui. Voilà, qui, les années humides, convient très très bien à l'épeautre, mais dès qu'on est dans une période plus sèche, on en subit directement les conséquences. Donc, ici, on est sur du froment en Hainaut, aussi 2017, donc l'année de la sécheresse, et on voit, donc c'est le même champ, hein, même date de semis, tout est pareil, mais on voit une partie du champ qui est très très affectée par la sécheresse et l'autre ne l'est pas. Ici, la raison est très simple. Juste derrière le talus, il y a l'autoroute et puis il y a le TGV. Et donc ici, sur cette partie de la terre, c'est des remblais. Donc le sol est différent de là à là. Le sol est bien sûr moins profond. Alors, c'est un cas particulier, on va me dire, mais en fait, ce n'est pas tellement un cas particulier parce qu'on arrive exactement au même résultat lorsque on travaille sur... lorsque sur des sols, on revient tout le temps avec des cultures très industrielles, avec des triples essieux, avec des machines, des intégrales, tout ce qui est très très lourd, tout ce qui va tasser le sol, va faire qu'on va devenir beaucoup plus sensible à la sécheresse. C'est ce que je voulais montrer ici, même si ce n'est pas l'objet du jour. Il y a des notes positives sur ce qu'on observe. C'est par exemple le fait que la sécheresse du printemps diminue la pression de la plupart des maladies cryptogamiques, des champignons. Donc, c'est le cas pour la septoriose, la fusariose des feuilles, la fusariose de l'épi, l'oïdium. Toutes ces maladies fongiques ont besoin d'eau à un moment ou à un autre, ou d'humidité. Et vu qu'on en a de moins en moins, on voit ici, hein, la pression de ces maladies a tendance à diminuer ces dernières années. Pour la fusariose, là, ce n'est pas une question de précipitation, c'est vraiment l'humidité relative. Hein, l'humidité relative, la HR. En fait, un des modèles que je présente souvent en livre blanc, c'est qu'on compte le nombre de jours durant la floraison où l'humidité relative est supérieure à 85%. Et ce nombre de jours, c'est ce qui est présenté ici, donne une très bonne idée du risque fusariose de l'année. Donc, les grosses années à fusariose, c'était 2007-2008 pour Fusarium graminearum, celui qui est capable de produire des mycotoxines. Il y avait aussi du Fusarium graminearum en 2016, mais sinon en 2012, 2013 et 2016, c'était plutôt l'autre fusariose. Mais ce qui est important ici, c'est de regarder que sur les 4 dernières années, le nombre de jours avec cette humidité est passé très très bas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de précipitation. On l'a vu l'année passée, il y a des précipitations, mais comme juste après précipitation, il fait chaud et venteux, ça sèche très très vite.
et du coup, malgré les précipitations, la fusariose ne se développe pas. Au niveau des températures, je vais aborder 3 points successivement. C'est l'absence de froid en hiver et le froid au printemps, la hausse des températures moyennes et les coups de chaud, les records de température. Donc ici, ce n'est pas des dégâts de froid, hein, c'est une photo d'un champ affecté par le virus de la jaunisse nanisante. Pour le moment, il ne se passe pas une journée sans que je reçoive 2 coups de fil me demandant que faut-il faire pour les pucerons. C'est une question qui est très, très importante, qui est récurrente, et on ne sait plus trop quoi faire parce que voilà, les avertissements sont clairs, il y a un risque, et ce risque il ne fait qu'augmenter d'année en année. Donc ici, j'ai repris les données de Michel Deproft qui fait les avertissements depuis pas mal d'années. Et donc ici, pour les 3 zones, il avait réparti en 3 zones, la zone ouest, centre, sud. J'ai juste rajouté l'Ardenne pour les dernières années, parce qu'on commence à avoir des pucerons alors qu'avant on n'en avait pas. Et quand ils ont, au niveau des avertissements, recommandé un traitement, la case est marquée en orange. Quand il n'y avait pas de problème, la case était verte. Et alors, les cases toutes rouges, c'est les 2 années avec des gros problèmes sur le rendement, des impacts sur le rendement importants, donc en l'année 90 et 2016. Donc, on voit que par le passé, on est passé aussi à des périodes où il y avait quand même de temps en temps des problèmes, mais pas partout et certainement pas pendant de longues périodes. Ici, peut-être quand même entre 2004 et 2008, il y a eu 4 années avec des problèmes de pucerons. Mais depuis 2013, par contre, il ne se passe plus une année sans qu'il y ait des problèmes. Donc chaque année, à un moment ou à un autre, Michel Deproft a dû recommander de traiter. Alors la question, c'est plus même est-ce qu'on va traiter ou pas, c'est à quel moment est-ce qu'il faut traiter. C'est très problématique et ça vient, je vais vous expliquer en quoi c'est vraiment lié au réchauffement. Donc si je prends une année qui était classique à l'époque, donc 2010-2011, on voit une année verte, hein, donc sans problème. Je vais vous expliquer un peu le développement de l'insecte et en quoi il est dépendant des températures. Les températures à retenir, c'est 12 degrés, c'est la température qui est nécessaire aux pucerons pour qu'ils volent et donc se disséminent. 10 degrés, c'est la température au-delà de laquelle ils commencent à se reproduire et à se multiplier. 3 degrés, c'est la température au-delà de laquelle il est actif. Donc, entre 3 et 10, il ne va pas se reproduire, mais chaque journée, il va monter sur une plante, il va piquer, il va se nourrir, s'il est porteur du virus, il va contaminer la plante. Puis le soir, quand les températures vont baisser, il va redescendre, et puis le lendemain, il va remonter sans doute sur une autre plante. Donc, il y a une contamination qui se fait, qui est lente, dans le sens où il n'y a pas de multiplication, mais qui est progressive. Et moins 6, c'est la température qu'on espère. C'est la température à laquelle les pucerons adultes commencent à mourir. Il faut plusieurs jours, souvent on dit 3 jours à moins 6, pour être débarrassé des pucerons adultes. Alors, pourquoi est-ce que c'est si important? C'est si on arrive à se débarrasser des pucerons adultes, il ne reste que les œufs. Et les œufs ne sont plus porteurs du virus. Et donc, on vient casser comme ça la transmission du virus. Et c'est la grosse problématique, vous allez voir ici, c'est qu'on n'arrive plus à faire un espèce de reset pendant les hivers et à redémarrer les printemps avec une population saine de virus. Donc ici, j'ai mis les dates de semis, les dates de levée, et en rose, je mets la période dans laquelle les pucerons ont pu piquer, en 2010-2011. Ils ont encore été actifs un petit peu ici, encore une semaine. Puis les températures sont tombées en dessous de 3 degrés. Donc là, ils sont présents mais non actifs. Et puis ici, les pucerons ont été tués. Ça veut dire que tout le reste de l'hiver, il n'y avait plus de pucerons. Et donc, plus de problème. C'était bon. Le problème était réglé. Donc, c'est ce que je marque ici. Hein. Donc, au 1er décembre, 4 jours avec inférieur à moins 6, donc plus de problème. Si on regarde ce qui se passe ces dernières années, donc la saison passée, on peut aller un peu plus vite puisque maintenant vous connaissez le système. Vous voyez que l'année passée,
il n'y a pas fait si chaud que ça au niveau de l'automne, mais à une période, il y a eu des vols à la Toussaint, et puis de nouveau à la mi-décembre, mais surtout durant tout l'hiver, donc on voit ici décembre et janvier compris, les pucerons n'ont jamais été inquiétés par les températures trop basses, donc aucun puceron adulte n'est mort de froid, et ils ont pu contaminer les plantes. Alors, comme ils n'ont pas pu se multiplier ici, on n'a pas eu de très grands foyers, ce n'était pas une année catastrophique comme on en a connu en 2016, mais par contre, dans tous les champs, et même en Ardennes, on avait des plantes affectées dans tous les champs d'orge, les champs de froment. Moi, des agriculteurs ardennais m'ont téléphoné pour me demander qu'est-ce que c'était cette dernière feuille de l'épeautre ou de froment rouge, parce que ça se marque comme ça sur ces cultures. Donc, c'est le problème qui maintenant se pose partout. Et en fait, donc, ça fait 2 ans qu'on a cette situation où les pucerons ne sont pas tués par le froid. Et ça s'est produit une seule fois par le passé, c'est les 2 hivers 2013-2014 et 2014-2015. Et donc, on est arrivé au début de la saison, au début de l'hiver 2015-2016, avec une proportion de pucerons virulifères très importante. Ce qu'on a cette année, un peu moindre, mais ce qu'on a eu de toute façon en 2016, et ce qui s'est passé en 2016, c'est qu'on a eu en plus la malchance, non seulement on avait beaucoup de pucerons virulifères, mais d'avoir un automne très chaud et un hiver très chaud. Si vous vous rappelez, à Noël, eh ben, on a pu prendre l'apéro sur la terrasse tellement il faisait chaud. Et donc, ça a favorisé la multiplication, la dissémination, et pendant tout l'hiver, jusqu'au 17 janvier, les pucerons ont piqué et contaminé les plantes. Et donc, on s'est retrouvé à la sortie hiver avec des catastrophes, donc pas dans toute la Wallonie. C'est vrai qu'à ce moment-là, on en voyait moins dans le Condroz, en Ardennes, on en voit peut-être un peu plus maintenant. Mais par contre, ça, c'est après de tourner à la Plaigne. Et moi qui vais souvent voir nos essais aussi en Flandre, cette situation était très, très régulière. On a eu ce genre de catastrophe. Donc, cette année, on espère éviter ça. Donc, c'est vrai que il y a moins de pucerons quand même, il y a des virulifères, il y a moins de pucerons, et les températures qu'on annonce pour les 20 prochains jours, enfin, pour les deux prochaines semaines sont trop froides pour qu'ils puissent se multiplier, mais le problème ne disparaîtra que si on a plusieurs jours à -6. C'est ce qu'on ne sait plus avoir pour le moment. Pour les maladies fongiques, j'ai parlé de certaines, je n'avais pas encore parlé des rouilles. Bon, les rouilles, elles, contrairement aux autres maladies dont j'ai parlé, sont en augmentation. Pourquoi? Parce que la rouille brune nécessite favorise très très bien les températures. Donc, quand on a des printemps de plus en plus chauds, c'est tout bénéfice pour cette maladie. Les rouilles sont moins dépendants de l'eau que les autres maladies. Donc, quelque part, la sécheresse les affecte nettement moins. La rougeole, les rouilles, il y a quand même quelque chose qui les embête, c'est l'augmentation de l'ensoleillement et du rayonnement. Ils sont sensibles aux UV. Mais au niveau des rouilles, il y a quelque chose de plus grave. Au niveau de la rouille jaune, on ne peut plus parler que d'espèces, on doit parler de races. Et donc, l'année passée, on avait 3 races sur le territoire. On avait la race appelée Calmar, c'est celle qu'on a depuis 3 ans, qui est une race qui n'est pas trop virulente, qu'on aurait bien aimé garder parce qu'elle affecte que peu de variétés. Malheureusement, en fin de saison, durant le mois de juin, on a vu le retour en force de la race Warrior. Donc, comme on l'a dit, elle n'est pas très pacifique. C'est une race très, très agressive qui est capable de toucher énormément de variétés de froment. Vous ne l'avez pas vu parce qu'à ce moment-là, la plupart des terres sont traitées, évidemment. Mais dans les essais non traités, on a vu le retour de Warrior comme en 2014. Et pour arrêter Warrior, il n'y a qu'un seul moyen, c'est le froid. Warrior est plus sensible au froid que Calmar. Si on a un hiver froid, Warrior ne redémarrera pas au printemps, et si on le voit arriver que comme l'année passée en juin, ça ne pose pas de problème. Par contre, si on n'a pas d'hiver, on risque de retrouver Warrior dès le mois de mars, avril, et là, ça risque d'être beaucoup plus problématique.
On a ici une autre race qui se développe sur le triticale, qui s'appelle aussi triticale agressif, qui est effectivement, comme le nom l'indique, très très agressive et qu'on a pu observer l'année passée. Et là, c'est le même problème aussi. On a vraiment besoin du froid pour contrer ces maladies. C'est le meilleur fongicide, c'est le froid. Alors, ben ça, c'était le côté positif du froid. Le côté négatif, ben on commence à le voir de plus en plus, cette année particulièrement avec les seins de glace. Donc, Saint-Mamère, Saint-Pancras, Saint-Cervé. Cette année, c'était très, très fort. Pourquoi on l'a ressenti très fort? Ben parce qu'on est passé de température maximale ici proche de 25 degrés en quelques heures à des températures minimales au sol de moins 5. Et pendant une semaine, on a eu froid. Bon, nous, ce n'est pas trop grave, on met un petit pull. Mais au niveau des cultures, on a eu des dégâts. Alors, ce n'est pas des dégâts généralisés, parfois ils passent inaperçus, mais ça a affecté toutes les espèces. Donc ici, vous avez des froment, vous avez des épeautres. Ici, vous avez de nouveau des froments, mais c'est un épi qui baille, on appelle ça. Hein. Donc, il n'y a pas eu de pollen, donc il n'y a pas eu de fécondation et les glumelles s'ouvrent en espérant recueillir du pollen d'une autre plante. Mais le principal problème, c'est pour les escourgeons. Donc pour les orges, ici, vous avez ici un épi complètement stérile, complètement vide. On avait déjà eu le cas l'année passée, avec certaines variétés dans lesquelles c'est très impressionnant. Et ça semble être un problème récurrent. Et donc, ben oui, si on recule un petit peu, on voit qu'en 2007, on avait déjà eu ce problème sur les orges. Et en fait, c'est récurrent, mais c'est seulement lorsque j'ai mis en tableau et en couleur, ici c'est une mise en forme conditionnelle des températures minimales du mois d'avril et du mois de mai. Donc plus c'est rouge, évidemment, plus c'est chaud, plus c'est bleu, plus c'est froid. Et donc si vous reculez un petit peu et que vous allez très très bien voir que sur les 20 dernières années, ben, on pourrait presque faire 2 carrés et dire que de 2001 à 2010, on a des cases rouges majoritaires et des cases bleues depuis 10 ans. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis 10 ans, les températures minimales des mois d'avril et des mois de mai sont plus froides que ce qu'on avait par le passé. C'est vraiment une explication de ces problèmes de stérilité des pics qui sont récurrents. Et donc, ça va un peu en opposition avec la notion de réchauffement climatique, en tout cas à première vue. Mais en réalité, c'est tout à fait concordant parce que ce qui se passe, c'est que les mois d'avril et les mois de mai sont des mois qui sont de plus en plus ensoleillés. Qui dit ensoleillement dit absence de couverture nuageuse. Donc au petit matin, on sait bien que s'il n'y a pas de nuages, il fait plus froid. C'est la première chose. Et puis on a des anticyclones, notamment pendant les mois d'avril, qui sont très très forts. Si on regarde ces 4 dernières années, on a des pluies vraiment, c'est les mois les plus secs. Et ces anticyclones-là, ils empêchent les fronts océaniques de nous parvenir. Donc, ils arrêtent les pluies qui viennent de l'Atlantique, mais en même temps, ils arrêtent les courants chauds qui viennent de l'Atlantique. Et quels sont les courants alors qu'on récupère à ce moment-là, à cause de l'anticyclone? Ben, c'est des vents qui viennent du nord, qui viennent de l'est, et qui sont souvent nettement plus froids. Des vents polaires, des vents sibériens. Et ça explique très très bien pourquoi, malgré la notion globale de réchauffement climatique, sur les températures minimales, ben, on a de plus en plus de températures froides, voire très froides. En dehors de ça, on assiste clairement à un réchauffement très global. Donc moi, mon collègue Marc Latteur, qui va travailler sur les fruitiers, va surtout voir la floraison qui a avancé sur ces arbres. Moi, le premier signe que je vois sur une saison, c'est l'épiaison des orges. Donc, quand je regarde dans les données de Jean-Luc sur ces 30 dernières années, il n'y avait jamais d'épiaison au mois d'avril. Eh ben, ici, sur les 6 dernières années, ça a été le cas en 2014, en 2018, en 2020. On a maintenant de plus en plus régulièrement des épiaisons d'escourgeons déjà dès le mois d'avril. On a aussi, ça se voit très bien, et ça vous le remarquez vous-même, une avancée des dates de récolte. Donc les récoltes de froment sur les 30 dernières années ont avancé en moyenne 6 jours. On a beaucoup plus tendance maintenant à démarrer au 15-20 juillet les moissons plutôt qu'au 1er août. En escourgeon, ben là, c'est nettement plus fort encore. Sur les 32 dernières années, on est presque avancé de 15 jours. Ça veut dire que chaque année, on commence à moissonner en moyenne 11 heures plus tôt que l'année précédente.
Donc ça, c'est vraiment très impressionnant. Ces dernières années, on a souvent commencé les moissons en juillet. On était très loin de ça dans les années 90. Alors ça s'explique par le réchauffement au niveau de l'orge, mais pas seulement. Il y a aussi un aspect variétal, ce qui n'est pas le cas en froment. En froment, les variétés actuellement les plus précoces ne sont pas plus précoces que les variétés qu'on avait il y a 20-30 ans. En orge, c'est le cas. Ici, j'ai juste pris les variétés les plus précoces des essais du catalogue, les essais officiels. Pendant des années, ici en mauve, on avait la variété Roosevelt, qui était notre variété la plus précoce. Puis est arrivé Rafaela à partir de 2013, et Rafaela était plus précoce, on le voit, que Roosevelt. Depuis 2017, on a la variété LG Zebra, qui est encore plus précoce que Rafaela. Donc on a une précocification, je ne sais pas si on peut utiliser, si ça existe en français, mais en tout cas, des variétés. On va toujours vers des variétés de plus en plus précoces. Sans doute parce qu'avant, on avait plus de variétés qui venaient soit de Belgique comme Roosevelt, soit d'Allemagne. Et puis maintenant, on commence à avoir des variétés de plus. Enfin, la plupart des variétés nous viennent de France, donc c'est des variétés souvent plus précoces. Il y a aussi eu l'effet de la plupart de ces nouvelles variétés, que ce soit Rafaela ou LG Zebra, sont des variétés qui possèdent le gène de tolérance à la JNO, à la jaunisse nanisante, et les variétés qui ont permis les variétés parents qui ont permis d'apporter ce gène de résistance, c'était des variétés précoces. Et donc, on est avec des variétés dans la descendance qui sont aussi elles-mêmes précoces, de plus en plus précoces. Vous verrez que ça pose, c'est problématique. Hein. Ce n'est pas un avantage, loin de là, de dire ma variété est encore plus précoce. C'est pourtant un argument qui est souvent avancé, mais ce n'est pas du tout le cas. Et moi, je plaide pour un retour à des variétés plus tardives au niveau des escourgeons. Alors ici, j'ai vu qu'Alice était dans la salle, enfin si on peut dire, et donc ces photos viennent de chez elle. C'est les doryphores sur pommes de terre. Bon, je parle principalement céréales, mais là, je trouve que le doryphore est tellement un bel exemple sur l'influence du changement climatique que je ne pouvais pas ne pas en parler. Donc j'ai repris les photos de Michel Deproft et ses explications sur le cycle de développement de cet insecte. Donc, le doryphore, il est vraiment conditionné, son cycle est conditionné par les températures. Et donc, si on a une température moyenne de 15 degrés, ce qui était le cas il y a quelques années au moment du développement du doryphore, il faut 18 jours, vous voyez, pour que les œufs éclosent et donnent des larves. Les larves vivent 37 jours avant de devenir des nymphes, elles se nymphosent dans le sol et mettent 30 jours pour devenir adultes. Si on passe à 20 degrés, donc si on a des températures moyennes qui sont 5 degrés plus élevées, le cycle est accéléré énormément, voire en fait, il faut la moitié du temps pour réaliser le passage de l'œuf à la larve, de la larve à la nymphe ou de la nymphe à l'adulte. Alors on pourrait se dire, ça peut être un avantage, ça veut dire que les larves vivent moins longtemps, puisqu'il leur faut 18 jours et c'est elles qui mangent le plus pour passer à la nymphe et puis à l'adulte. En fait, pas du tout, parce que lorsqu'on a le cycle bleu, donc à 15 degrés, on a une génération par an. Et c'est ce qui a été le cas pendant de nombreuses années, voire décennies. Et puis maintenant, si on passe sur un cycle rouge, par contre, l'insecte a le temps de faire 2, voire 3 générations. Et donc là, on a un effet exponentiel. On parle, c'est très à la mode, hein, les effets exponentiels. Mais vous imaginez bien la catastrophe que c'est au niveau des populations de doryphores. Alors, on en a de plus en plus. Dans tous les champs, on en voit, bien sûr, il y a de plus en plus de pommes de terre, enfin ces dernières années en tout cas, mais l'explication, elle est très, très étroitement liée au réchauffement aussi. Alors, il y a d'autres insectes dont on parle souvent au livre blanc. Hein, donc, la cicadelle qu'on a observée ces dernières années, c'est des insectes qu'on n'avait pas chez nous, qui nécessitent des températures élevées pour être actifs pendant l'automne. C'est des insectes qui sont pas tellement importants par eux-mêmes, mais de nouveau très importants par le virus qu'elles nous amènent. Donc là, ce n'est pas la jaunisse, c'est un autre, c'est le WDV, et qui fait des ravages en France et qu'on craint. Mais voilà, dès qu'on a des automnes plus chauds, cet insecte remonte. La pyrale du maïs, c'est bien connu. Hein. Au départ, c'était vraiment dans le sud-ouest de la France. Maintenant, elle est partout. Nous, on en a chaque année dans nos essais. Et ici, en 2020, on en avait dans les essais en Flandre. Jusqu'à présent, il n'en avait pas. Donc, elle continue sa progression, elle continue à se développer. Monsieur Tout-le-Monde connaît beaucoup plus la
la pyrale du buis. Hein, donc, on a vu les ravages ces dernières années. Mais ces insectes-là nécessitent des températures qu'on n'avait pas et qu'on a de plus en plus. Alors, il y a d'autres insectes, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui. Mais chaque année, on a des petites nouveautés comme ça, dues aux températures. Donc, Géomysa, ici, on a un insecte très poilu. J'ai voulu le mettre parce que vraiment le campagnol devient un gros problème. Et lui aussi, il est très favorisé par les printemps secs et les températures. Donc, au niveau de sa prolificité, au niveau de sa survie. Et donc, les populations de campagnols sont vraiment un gros problème. Et ça, ce n'est pas seulement en Belgique. Et eux aussi bénéficient énormément du réchauffement. Alors, un point beaucoup plus réjouissant, c'est l'ensoleillement. Donc, ici, cette année, en plus, il n'y avait pas d'avion, donc on a pu apprécier les ciels tout bleus. Ici, j'ai mis juste une photo pour dire que ce n'est pas tout le temps, évidemment. Évidemment, on a eu des nuages au moment de la moisson des escourgeons. Donc, dans chaque essai qu'on a dû récolter, on a eu des problèmes. Quand j'ai vu qu'Olivier était présent, quand on a été chez lui, on a été jusque Tournai, puis on est revenu à Gembloux parce qu'on a eu l'orage, et puis on est revenu après. Donc, voilà, ce n'est pas tout le temps bleu, mais ce genre de ciel, on les observe de plus en plus souvent. La preuve ici, vous avez un champ dont très gris, on dit très bleu. Ce n'est pas parce qu'il y a énormément d'azote, au contraire, il n'y a que 180 unités sur cet essai. Mais la glossescence, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est vraiment lié à l'ensoleillement. Et donc là, on voit la réaction de la plante qui nous montre qu'elle a vraiment bénéficié d'un ensoleillement suboptimal, on va dire. On sait que cette année, on a battu des records. Au mois de mai, on a eu plus de 300 heures de soleil. Ça n'était jamais arrivé. Et donc, est-ce que c'est une tendance ? La réponse, elle vient très vite. Hein. Moi, je me suis intéressé au mois de mai et juin, sur les 10 dernières années. Ici, c'est les nombres d'heures de soleil. Et vous les retrouvez sur la courbe ici, hein, la durée d'ensoleillement en heures par mois. Et puis, sur une toute autre échelle, j'ai remis les rendements. Et en fait, on se doute bien qu'il y a une relation directe entre le rendement surtout et l'ensoleillement durant la période de remplissage du grain, donc classiquement mai-juin, donc c'est la moyenne entre mai et juin. On voit vraiment que ça suit vraiment bien la courbe. Alors, bien sûr, on va me dire, en 2013, ça ne marche pas. Ça aurait pu être l'exception qui confirme la règle, mais en fait, c'est bien mieux que ça. 2013, c'est l'année la plus froide de la décennie, avec le plus grand retard au niveau du développement des céréales. Et en fait, cette année-là, l'épiaison n'a commencé qu'au 15 juillet et pas au 25 mai comme les autres années. Et donc, en fait, si on veut vraiment avoir l'ensoleillement durant le remplissage des grains, il ne faut pas prendre mai-juin, mais il faut prendre juin-juillet. Et donc, à la place d'avoir 160, on a 220. Et donc, vous voyez que même dans ce cas-là, qu'on pense être un cas où ça ne marche pas, ça marche très bien. Donc, on l'a sans doute oublié, mais vraiment, le facteur prédominant au niveau du remplissage et du rendement en céréales, c'est l'ensoleillement. Et là, on peut être content, dans le sens où, j'ai passé trop vite, mais l'ensoleillement ne fait qu'augmenter. Donc, ici, vous avez les courbes pour, donc ça c'est mon collègue météorologue Damien qui s'occupe de Parmé-Sèvres, de toutes les stations, on a pris une station de chaque région. Donc on a la Gaume, on a l'Ardenne, le Hainaut, le Condroz et l'ASB, et on voit que de toute façon, quelle que soit la région, on a ici bien sûr le cas de 2016, mais sinon on a une très forte croissance de l'ensoleillement. Ici c'est du rayonnement, mais ça veut dire exactement la même chose, ce n'est pas la même unité, mais ça montre exactement la même chose. Et ça explique, en tout cas pour les céréales, ça explique une grosse partie de la hausse des rendements. Donc cette fois-ci, on peut regarder les courbes sont très positives, ce n'est pas comme ça dans tous les pays, mais chez nous, on remarque que sur les 10 dernières années, toutes les années sauf une sont des années de 2000, et quand on regarde les 4 dernières années au niveau des meilleurs rendements en froment, c'est 2015, 2020, 2019, 2018. Et donc ça, ce n'est pas l'effet de la sécheresse évidemment, mais c'est vraiment l'effet de l'ensoleillement. En Orge, c'est quasiment la même chose, un peu moins, mais c'est quand même très bon ces dernières années. Alors les coups de chaud et les records de température, ça c'est quelque chose qui fait peur.
Donc, la première fois que moi j'ai observé ça, c'était en 2015, année où on a eu des très très bons rendements, sauf pour les variétés les plus tardives. Donc ça, c'est, si je me souviens bien, vers le 2 juillet, on a ces symptômes-là, le col de l'épi qui jaunit, donc ce n'est pas de la sénescence qui part du bas, d'habitude c'est le moment où la tige va blanchir, va jaunir ou blanchir à partir de la base. Ici, ça démarre d'au-dessus, c'est vraiment l'effet du coup de chaud. Et évidemment, ça arrête la circulation de la sève, et une fois qu'on a ce coup de chaud, c'est fini. Ici, c'est le record absolu, hein, en juillet 2019, c'est les 40 degrés, dont on a beaucoup parlé là, le 24 juillet. Et ça a aussi arrêté pas mal de cultures, notamment dans les maïs. Si on regarde de nouveau sur les 5 stations météo réparties sur la Wallonie, on voit qu'on a vraiment une hausse importante, régulière, de la température maximale atteinte, c'est la température maximale de l'année. Donc c'est chaque fois, enfin pas chaque fois, mais très régulièrement de plus en plus haut. Ici, on a bien sûr 2019 avec les 40 degrés. Si on avait mis 2020, on est très bien classé aussi, hein. On est à 37 degrés, donc ce n'est pas ça qui va faire baisser la courbe, au contraire. Et ce que nous dit la courbe, c'est avec ce 0,2 là, ça veut dire que tous les 5 ans, la température maximale, le record, augmente d'1 degré. Enfin, là, ce n'est pas le record, mais c'est cette courbe-ci qui augmente d'1 degré. Mais bon, ça veut dire que comme quand on a annoncé les 40 degrés, là, je me souviens de Nicolas à la radio a dit, ben voilà, on va battre le record absolu de température. Bon, on va établir un nouveau record qui durera très peu de temps, à mon avis. Je sais pas, c'est rare qu'ils donnent leurs avis comme ça, mais là, il l'a dit à la radio. Et donc, même pour eux, spécialistes, ils savent que ce record, qui pourtant est énorme, hein, ne va pas durer très longtemps. Ce qui fait le plus peur pour moi, ce n'est pas vraiment la valeur absolue de ce record, mais c'est, voilà, si on l'a le 24 juillet, c'est beaucoup moins grave que si on l'a le 24 juin. Si on a un effet, si on a 40 degrés au 24 juin, là, la récolte des céréales et puis certainement d'autres cultures sera grandement affectée. Ça veut dire qu'on arrête vraiment le remplissage, on arrête tout au moment où on a ce coup de chaud. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut craindre le plus. Ce serait vraiment un coup de chaud précoce. J'espère qu'on n'observera pas ça dans les prochaines années, mais c'est quelque chose qui peut faire peur. Donc, ici, si je reparle, voilà, je passe à un chapitre suivant où je donne un peu mon appréciation sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour adapter nos céréales à la situation et au dérèglement climatique. Pour le froment, je n'ai pas trop de questions, je n'ai pas trop de réflexion. Comme vous l'avez vu, le froment se porte pas mal. Bon, bien sûr, dans les zones plus difficiles où on peut mettre des fromentats plus précoces. C'est un peu ce qui est proposé ici pour l'épeautre. Donc l'épeautre, on a vu, l'épeautre souffre quand même fort de la sécheresse. C'est vraiment une céréale rustique, mais qui aime l'humidité. Et on a ces dernières années des variétés parfois plus précoces. Et on voit que ces variétés plus précoces, comme c'est le cas ici, résistent beaucoup mieux, ou passent beaucoup mieux dans les situations difficiles, comme en Ardennes, comme en Condro lorsqu'on est sur des sols superficiels, et que les variétés plutôt tardives, elles, gardent tout leur intérêt en SB, mais que, en tout cas, elles ont du mal au sud du sillon cendremeuse. Et donc, un conseil, ce serait bien sûr de sélectionner, de créer des variétés d'épeautres plus précoces pour pouvoir rester sur les zones de production traditionnelles de l'épeautre qui sont au sud du sillon cendremeuse. Sinon, avec des variétés tardives, ça risque de devenir difficile dans les prochaines années. Au niveau de l'orge, il y a beaucoup de choses à dire. Au niveau de l'orge, je l'ai déjà dit, la première, c'est éviter les variétés trop précoces pour assurer une meilleure fertilité d'épis. Les problèmes de fertilité sont croissants et plus on va avoir des variétés précoces, plus on augmente le risque. Il y a 2 ans, donc on a fait depuis 4 ans, on mène des essais où on mélange des différentes variétés d'escourgeons dans les mêmes parcelles, dans les mêmes champs. Donc on appelle ça des assemblages, parce que mélange, ça fait un peu fourre-tout, alors que nous, on essaye vraiment de choisir des variétés qui s'accordent le mieux et qui peuvent
pour lesquels on peut avoir un effet 1 plus 1 égale 3, hein, un effet tuteur, un effet par rapport aux maladies, mais l'effet dont on ne s'attendait pas et qui a été le plus important en 2018, et même en 2019 aussi, c'est cet effet de fécondation croisée. Donc, la variété la plus tardive, si la plus précoce est touchée au niveau de son pollen, vient au secours de sa compagne et on a alors une allofécondation, ce qui n'est pas la norme, mais ça permet de sauver la fertilité des épis. Donc c'est quelque chose qui était connu. On a retrouvé des textes du début du siècle dernier où ça se faisait avec les vieilles variétés de froment. Et c'est vrai que même si le froment et l'orge sont plutôt autogames, sont vraiment très fortement autogames, il y a moyen de sauver en cas de problème, en cas d'année comme ça avec des problèmes de fertilité, en associant des variétés qui ont une précocité à l'éclosion et à la floraison un peu différente, décalée. On peut sauver des situations. Et là, il y a un article dans le livre blanc du septembre 2019 qui reprend ça. Et alors, cette année, on a été très étonnés au niveau de... On a dû tester des variétés d'orge de rang fourragées l'hiver. Et en fait, on était les premiers surpris par les rendements. Moi, j'en avais pas fait. Donc, mon professeur Jean-Luc on a encore fait il y a 15 ans. Et puis, on nous a toujours dit, les orges de rang fourragées, ça n'a aucun intérêt en Wallonie parce que les rendements sont trop faibles, parce que voilà, les escourgeons sont bien plus productifs. Et puis, donc, on a été très surpris de voir ici, c'est les résultats rendement des essais du catalogue. Ici, tout ce qui est en dessous de la ligne pointillée, c'est des variétés de rang d'hiver. Et au-dessus, bien sûr, c'est les 6 rangs. Et vous voyez les rendements comparés dans les différents sites, que ce soit dans les essais en Flandre ou en Wallonie, avec des rendements supérieurs, en tout cas équivalents, voire supérieurs, pour les 2 rangs par rapport aux 6 rangs. Ça s'est expliqué principalement, justement, par une bien meilleure fertilité d'épis pour les 2 rangs. Ils sont beaucoup moins affectés que les 6 rangs par tous les problèmes de stérilité dont je viens de parler. De très bonne résistance aux maladies. Et encore, ici, on parle des rendements, mais on ne parle pas de la qualité et du calibrage qui sont tous à l'avantage des 2 rangs. Donc, moi, j'invite quand même ces prochaines années, en tout cas, nous, on va continuer à étudier les 2 rangs fourragés parce qu'ils semblent être une parmi d'autres sans doute, mais solution au problème actuel de l'orge. Alors, en Belgique, on fait du froment, mais pour 90% des cas, c'est pour du fourrage. Donc, si on cherche les rendements, il y a mieux que le froment. Ça fait 3 ans qu'on a des essais triticales. Ça, c'est des essais ici à Jambou, à Hernage, où on atteint des rendements de 13 tonnes et demie, presque 14 tonnes, donc des rendements énormes par rapport au froment, avec 1 tonne de plus que le froment qui est juste à côté. Le tritical, ça se cultive soit de façon très intensive, comme qu'on peut le faire ici en SB, mais c'est aussi une culture qui est très bien adaptée aux conditions plus difficiles. Ici, c'est Sompton, donc c'est la gaume. Et en Ardennes aussi, on a des très bons résultats avec le tritical qui est étonnamment très peu cultivé chez nous. Alors, au niveau rendement, on a découvert qu'il y avait encore mieux que le tritical cette année. Donc, on a du seigle hybride. Et là, pour la première fois, on a dépassé 15 tonnes dans un champ dans lequel, en froment, on est à 12 tonnes. Hein. Et ce seigle hybride, moi, c'est la première fois que j'en voyais, mais donc c'est aussi quelque chose que l'on va continuer à étudier. En plus, de nouveau, très résistant aux problèmes de stérilité d'épis, très résistant aux maladies. Alors, est-ce que le surcoût de la semence, parce que généralement, je ne pousse pas du tout les hybrides, il faut savoir qu'en seigle, on a sans doute plus de chances, l'effet hybride est beaucoup plus important, donc c'est la céréale qui est la plus allogame, donc la moins autogame, et donc l'effet d'hétérosis est le plus fort, en théorie, mais c'est vraiment ce qu'on observe. Donc cet effet d'hétérosis est très 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 fort, et donc le 1 plus 1 égale 3, hein. Et dans le cas du seigle, on a quelque chose de très très intéressant à suivre aussi pour la suite. Donc ici, c'est toujours ce seigle, mais à maturité. Et je vais m'arrêter là pour la première partie de l'exposé avant de m'attaquer aux nouvelles cultures.
et puis pour vous laisser l'opportunité de poser des questions et tâcher d'y répondre. Merci. Oui, j'ai un commentaire. Merci, M. Jacquemin, pour la présentation ultra complète. Et franchement, on apprend des choses. Et merci beaucoup. Et merci beaucoup. Le changement climatique, c'est quand même pas anodin. Hein? Non, c'est pas mal. Toujours est-il que en colza, est-ce que on ne peut pas dire tout de même que si effectivement, allez, grosso modo, depuis 4 ans, les rendements sont un peu en diminution, il n'y a quand même pas que le soleil qui en est responsable, mais surtout le problème des insecticides qu'on nous a retirés. Sans quoi l'ensoleillement, enfin, l'ensoleillement n'a pas été préjudiciable au colza, et quelque part, c'est surtout les insectes qui ont posé problème, mais ni le froid, ni les excès de température. Oui, mais donc je suis d'accord. Hein. Mais alors, il y a deux choses quand même en plus du retrait des insecticides. Il y a, moi, je ne suis pas un spécialiste du colza, mais j'ai discuté avec mes collègues du septium, on ne peut plus dire septium maintenant, mais pour eux, le principal problème dans le nord de la France, c'est l'implantation de la culture dans des conditions très, très sèches. Très sèche. Le mois d'août sec, et souvent suivi d'un mois de septembre sec, est très néfaste à la culture du colza. Donc, que ce soit pour la levée et puis pour le démarrage. Et donc, ça laisse plus de temps, notamment aux altises, de venir attaquer, pondre. Et alors, il faut savoir que même si, enfin, je ne sais pas si je dois parler des insecticides, mais les altises, par exemple, sont de plus en plus résistantes aussi aux pyrétrinoïdes. Donc, même quand on a l'outil des pyrétrinoïdes pour les altises, c'est parfois pas suffisant. Donc, le colza, j'en parle un petit peu après, par opposition au tournesol, parce que c'est un peu un concurrent, on va dire, parce que je ne connais pas bien la culture, mais autant il y a pas mal de cultures où on voit des solutions, autant le colza, ce n'est pas facile. Il y a quand même beaucoup de problèmes, enfin, il cumule beaucoup de problèmes. Il y a ces problèmes d'implantation, il y a ces problèmes d'insectes, énormément d'insectes. Je crois que, bon, on a parlé des altises, mais si on ajoute les méligètes, les charançons, les cécidomies des siliques, je crois que c'est une des cultures qui compte le plus de ravageurs parmi les cultures qu'on y a chez nous. Oui, vous avez raison, mais partant du principe que l'Europe veut développer et aller vers l'autonomie protéique. Le colza est une plante essentielle qui produit quand même pas mal de kilos de protéines à l'hectare. Pratiquement, oui, sûrement plus que le soja, 2 fois plus que le soja, dès lors qu'on passe 5 tonnes en colza. Et ce qui est dramatique, c'est qu'on nous a enlevé, en l'occurrence pour les méligètes, les néonicotinoïdes. Quand on avait le Biscaya, on traitait une fois, on était tranquille. L'an passé, il lui fallu traiter 2 fois. Hein. Et donc là, je trouve que les centres de recherche constatent des situations, mais je crois qu'ils devraient être nos alliés dès lors qu'on est privé de produits qui deviennent essentiels. C'est ça le souci aussi. Je comprends bien. J'en resterai là. La question, est-ce que les gens dans le centre de recherche pensent différemment de vous, ou est-ce que simplement ils ne sont pas écoutés par le monde politique? Je crois que le monde agricole et le monde scientifique doit parler d'une seule voix en constatant objectivement la situation sur le terrain, au lieu d'écouter des oiseaux de mauvais augure. Moi, j'ai jamais vu tant d'abeilles et tant de guêpes que cette année. Hein. Et tout qui a eu des cerisiers a vu qu'on a eu une floraison extraordinaire. On a eu des cerises comme jamais. Donc, je suis assez perplexe d'entendre qu'on va avoir à terme des problèmes de pollinisation, quoi. Et donc, pourquoi nous empêcher d'utiliser les néoniques quand on en a vraiment besoin, quand il s'agit pour les années à venir de nourrir le monde, en sachant que dans
30 ans, il y aura 2 milliards d'habitants en plus sur Terre, si le virus veut bien s'en aller, n'est-ce pas? Donc, on marche sur la tête par rapport à une réalité pragmatique où on ne se sert pas suffisamment de la recherche pour avancer dans une meilleure production. C'est très dommage. Je pense que Henri Loest aussi avait une question. Henri, si tu veux prendre la parole. Oui, Hélène, merci. Figure-toi que merci Guillaume en tout cas pour ton exposé parce que c'était exhaustif. Cette réflexion que je voulais faire, bien, elle vient d'être faite par les deux intervenants, Étienne et Guillaume. Je voulais que Guillaume fasse sa présentation devant le monde politique, finalement, pour lui faire comprendre que nous sommes confrontés de plus en plus à des impasses techniques parce qu'on nous retire des produits de pulvérisation et qu'on voit, Guillaume l'a très très bien montré, l'apparition par exemple de nouveaux insectes qu'on ne connaissait pas. Et Guillaume n'a pas parlé non plus, le réchauffement climatique automnal par exemple permet un développement des mauvaises herbes qui deviennent de plus en plus difficiles à détruire au printemps. Je pense entre autres par exemple à des graminées, etc. Donc finalement, croire que on peut continuer comme si de rien n'était, eh bien non. Moi je pense que clairement il va falloir qu'on reconsidère un petit peu la politique de suppression de certains produits phyto pour pouvoir effectivement continuer à avoir des rendements qui sont viables pour le monde agricole et je vais dire aussi pour la société finalement. Enfin voilà, merci bien. J'ai aussi Simon Dirix qui a réagi. Simon, je ne sais pas si tu veux lire ton commentaire à voix haute, si tu veux prendre la parole. N'oubliez pas de réactiver le son de votre micro. Et sinon, j'avais Pierre Lebrun aussi de la FIWAP qui souhaitait poser une question ou réagir. Oui, c'est pas vraiment une question. D'abord, en pommes de terre, on a vu la tendance à la baisse dans les rendements. Je veux d'abord aussi rendre à César ce qui appartient à César. Les chiffres de rendement ne sont pas uniquement en FIWAP, c'est des rendements belges totaux qui sont issus du centre pilote et du LCA en Flandre. Donc, ce sont des chiffres qui viennent de la collaboration FIWAP, CARA, PCA, Inagro. Alors, évidemment, il y a une tendance à la baisse en pommes de terre, mais je pense qu'elle ne tient pas compte du remplacement progressif des variétés. C'est quand même un changement majeur depuis 10 ans. Et donc mais c'est aussi une manière de réagir au risque de baisse de rendement. C'est d'aller vers des variétés plus productives, et c'est le cas en pommes de terre. Donc, si on intègre ça, je pense que la tendance à la baisse est un petit peu moindre que ce qui est illustré. Et alors une autre réaction, mais qui peut peut-être poser des questions dans les autres cultures que je ne connais évidemment très mal, c'est l'influence du changement climatique sur la qualité des productions. Et en pommes de terre, eh bien, c'est aussi pour ça qu'on cherche à changer de variété, c'est que le changement climatique met en évidence des faiblesses de certaines variétés. Le premier exemple, le plus bel exemple, c'est la binge, évidemment, qui ne résiste pas aux coups de canicule et qui réagit par ce qu'on appelle le boulage, le rejet, la croissance secondaire, avec des perturbations majeures d'accumulation de matières sèches, des pertes de qualité technologique. Et donc, je suppose que dans les autres cultures, évidemment, il faudrait consacrer beaucoup plus de temps, mais on peut aussi envisager des perturbations de la qualité, ce qui fait baisser le rendement net vendable et pas uniquement le rendement brut récolté. Voilà. Merci Pierre pour l'intervention. J'ai aussi Sylvie Laspina de chez Nature et Progrès qui souhaitait réagir. Sylvie, si tu veux. Merci Hélène. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Merci. Bonjour à tous. Je souhaitais réagir par rapport aux remarques qui ont été faites sur les interdictions d'utilisation de pesticides.
Alors, je ne suis pas une spécialiste de la question. Il y a d'autres personnes à Nature et Progrès qui connaissent le sujet mieux que moi. Je prendrai quand même la parole en tant que consommatrice et en tant qu'agronome. D'abord, en tant que consommatrice, entendre parler de pesticides pour nourrir le monde, bon, voilà. Est-ce qu'il ne faudrait pas, en premier, parler des pratiques culturelles? Moi, j'avoue qu'on n'est pas encore à la fin de l'exposé, mais je pense que c'est quelque chose qui n'est pas prévu malheureusement ce soir. Ne peut-on pas parler des pratiques culturelles qui permettent d'avoir moins d'impact de ces aléas climatiques et particulièrement des sécheresses? On sait très bien que le mode de fertilisation des cultures a un impact. On sait très bien aussi que le travail du sol a un impact. Et d'ailleurs, ça a été abordé légèrement tout à l'heure quand ici le présentateur parlait des terres qui étaient très sollicitées avec des machines lourdes, des labours, etc. Donc voilà, moi je trouverais vraiment intéressant, plutôt que de focaliser sur une solution qui est celle des pesticides, qui est largement controversée, pourquoi est-ce qu'on ne s'intéresse pas un petit peu plus à tout ce qui est pratique culturelle alternative? Voilà, merci. Je dois répondre? Ou je peux répondre? Oui, tu peux répondre, Guillaume. Moi, je n'ai pas eu l'impression de me focaliser sur les pesticides. Enfin, moi, je viens du monde de variétés, donc la première solution que je propose pour le réchauffement climatique, c'est les variétés les plus adaptées. Et donc, quand j'entends variétés les plus adaptées, c'est sans doute à la sécheresse, mais bien sûr aux maladies, à la bonne précocité. Et si je ne parle pas des pratiques culturelles, c'est parce que pour parler des pratiques culturelles, de date de semis et des choses comme ça, j'en parle un petit peu, mais il faudrait prendre culture par culture. Et là, si Hélène me donne 10 heures, je vais bien le faire, il n'y a aucun problème. Et le travail du sol aussi, ça joue. Mais là, il faut donner quelque chose en 1 heure, faire ce travail. Le but, c'était quand même celui que je me suis donné, c'était de montrer les impacts du réchauffement climatique, qu'ils soient positifs ou négatifs, sur nos cultures. Et moi, je n'ai pas eu l'impression de faire l'apologie des traitements phyto. Non, non, mais c'était surtout par rapport aux 2 remarques de producteurs qu'on a eues juste après, évidemment. Personnellement, j'ai trouvé votre exposé hyper intéressant, hyper clair, et bravo pour votre sens didactique. C'était vraiment intéressant. Il y a encore une deuxième partie. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui a une question, une remarque? Je vous invite à lire aussi les commentaires qui sont faits dans le chat, parce que voilà, il y a quelques informations en plus. Est-ce que quelqu'un souhaite encore réagir? Oui, c'est possible. Oui, hein, monsieur Labi. Guy Labi, bonjour à tous. Bonjour. À tous. Moi, j'ai la malchance d'avoir une exploitation qui est fort diversifiée au point de vue sol. J'ai du limon et esbignon, j'ai du condrusien, de la famenne et des terres irrégulières du pays d'Erf. Et je dispose de la cartographie de rendement parce que j'envisage d'aller vers de la modulation intra-parcellaire dans certaines choses. Je vois cette année dans certaines parcelles 10 tonnes de rendement d'écart sur 200 mètres de distance. Rien que par le problème de l'eau. Avec les mêmes apports, les mêmes éléments culturaux, quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Le sol, les pailles ne se dégradent pas. Et on le remarque encore maintenant ici dans la récolte de chicorée que l'on fait maintenant. Les meilleures parties des terres, c'est 15-20 tonnes de rendement plus à l'hectare. La cartographie dans les moins bons endroits, c'est 1000 kg de rendement hectare avec des blés qui faisaient 25 cm d'auteur au-dessus de l'épi par rapport au sol. Et 100 mètres plus loin, 7, 8, 10 tonnes de différence de rendement. C'est incroyable les différences que l'on peut avoir avec des années comme ceci. Et plus la température monte, plus les écarts vont évoluer. Je crois que certaines parties dans le pays seront arrêtées d'être cultivées ou seront mises en friche ou dans d'autres choses, si elles ne sont pas irriguées prochainement. Alors, madame, vous avez parlé de produits de pesticides. Je crois qu'il faut parler en agriculture de produits phytopharmaceutiques. Parce que des produits pesticides, c'est péjoratif et c'est méchant vis-à-vis de nous.
Nous sommes de professionnels, nous ne dépensons pas d'argent, nous n'appliquons pas ces produits-là par plaisir. C'est une nécessité pour essayer de produire dans les meilleures conditions possibles. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? S'il n'y a pas d'autres réactions, de commentaires. Je voudrais bien réagir, si tu veux bien. Oui, hein, Dominique. Juste une approche, parce qu'ici on parle beaucoup de l'approche produire en quantité, produire autrement. Est-ce qu'il a fait un peu une étude un petit peu sur les sols bio et tout ça? C'est ça qu'il faut aussi avoir l'approche pour essayer de comprendre. Voilà, c'est pas pour opposer deux mondes, c'est pour essayer de comprendre la différence. Vous avez parlé tout à l'heure d'essais qui sont sur des zones non traitées, donc pour avoir des bases, pour voir un peu les problèmes qu'on rencontre. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut peut-être avoir la réflexion, parce que ça se pose aussi la question en bio, hein, de voir un peu, d'avoir une approche un peu plus loin, ce que le secteur bio fait, et peut-être ça peut amener une réflexion plus tard pour l'ensemble du monde agricole. Voilà, c'est tout. Mais c'est sans opposer les deux mondes. Hein. Étienne, je te connais très bien, donc je ne suis pas là pour juger et critiquer ce que l'autre fait, mais à un moment donné, il faut peut-être faut aller plus loin dans la réflexion. Voilà, je veux dire, à un moment donné, il faut peut-être mettre les choses ensemble. Voilà. Dans la recherche. Merci. Je ne sais jamais si c'est des commentaires ou si c'est des questions. C'est une question, je crois. C'est une question. Donc, pourquoi est-ce que je n'ai pas fait d'essai bio? Dans des champs bio, des choses comme ça, c'est une question. C'est plus dans le sens où, dans l'avenir, vous devrez peut-être vous pencher un peu. Et à un moment donné, c'est peut-être un débat qui peut s'amener sur la table quand vous revenez avec ça. Votre présentation est magnifique, elle est très bien faite. Moi, je l'apprécie, donc c'est très clair. Mais à un moment donné, vous avez sorti des rendements jusqu'à 13 tonnes, je pense, ou un peu plus. Mais avec peut-être des problèmes, peut-être pas de problèmes. Et à un moment donné, peut-être les voir si du côté dans une production, dans une culture bio, si vous voyez la même chose. Vous avez quand même en grande culture je pense qu'il y en a autour de la table, des gens qui produisent que bio, donc une grande culture, c'est d'avoir un petit peu une approche autre. Et comme je l'ai dit, c'est pas pour opposer deux mondes, hein, c'est pour essayer de comprendre. Voilà. Oui, j'en suis convaincu. Maintenant, notre équipe, j'ai dit que j'avais une grande équipe, mais on est 9. On gère entre 70 et 80 essais répartis sur la Wallonie par an, dans 10 cultures différentes. On a plus de 20 000 petites parcelles de 15 mètres carrés. Donc, moi, je veux bien, mais mes journées ne font que 24 heures. Donc, et puis, en plus, j'ai des collègues qui sont dédiés à la recherche en agriculture biologique. Donc, on en discute. S'ils me demandent de suivre, je vais voir des essais bio, mais je ne peux pas me substituer à eux. Moi, mon rôle premier, en fait, c'est de réaliser les essais officiels, c'est-à-dire donner au gouvernement les rapports dont il a besoin pour décider si une variété peut être commercialisée ou pas. C'est les essais DHS et VCU. C'est ça ma fonction au niveau du CRA. Après, ce que je fais à côté, la post-inscription, donc les conseils agriculteurs, tout ça, c'est déjà à côté. Et ici, tout ce que je viens d'expliquer sur le réchauffement ou sur les nouvelles cultures, c'est des choses que je fais encore à côté de mon boulot. Donc, oui, c'est vraiment très intéressant. Ce que je pense pour étayer les propos de Guillaume, c'est que donc, ici, Guillaume, effectivement, s'occupe des variétés au CRA et il a compilé ses données et les données de ses collègues. Je n'avais pas fait spécifiquement une demande pour le secteur bio. Et donc, il y a des essais bio au CRA. Il n'y a aucun essai qui est spécifique sur les changements climatiques. C'est des essais compilés sur des observations maladies ou variétés. Maintenant, est-ce qu'on a assez de recul sur les essais bio au CRA ou dans d'autres centres pilotes ou d'autres centres de recherche ou universités pour voir l'impact, faire la même analyse que ce qui... En fait, il faudrait faire la même analyse sur les données qu'on a. Mais là, je ne sais pas à ce niveau-là, je ne peux pas m'exprimer sur les données disponibles en bio. Hélène, mais justement, tu as raison. Le gros avantage ici des essais catalogues ou d'autres, c'est qu'on a des suites de données de 30 ans, que ce soit pour les dates d'épiaison, l'évolution des maladies. On a vraiment un recul que on n'aurait pas au niveau des essais bio qui ont démarré il y a nettement moins longtemps.
Et je pense qu'on a besoin de ces longues séries, comme au niveau météo, on a besoin de longues séries pour se rendre compte où on est et où on va. Ce que je voulais dire, c'est dans le futur, donc c'est réfléchir dans le futur, voilà. C'est plus dans, pas dans le présent, mais dans le futur. Suite à la discussion et aux éventuelles discussions sur les modèles, etc., je pense que c'est intéressant de dire que pour avoir de longues séries, il faut peut-être commencer à collecter les données aussi maintenant, Voilà. pouvoir faire des comparatifs à un moment. Ça factualisera les discussions, quels que soient les résultats de ces comparatifs. Il y avait encore, je propose qu'on fasse une dernière intervention. Ce ne sera pas tout de suite. Qu'il faut des longues séries. Et je crois que c'est vraiment important de dire qu'il ne faut pas factualiser sur des chiffres d'une année ou de 5 années. Il y a Henri L'Ouest qui voulait encore réagir. Et alors, il y avait une réflexion dans les commentaires d'Alexis Lison au sujet de l'irrigation. Peut-on vraiment envisager d'en venir à ces techniques comme c'est le cas en France, dans le sud de la France pour le moment? Je pense que ça sera en partie répondu dans la deuxième partie de l'exposé. Henri, si tu veux encore rajouter quelque chose, et puis je pense qu'on peut passer à la deuxième partie. Vous aurez encore l'occasion de poser des questions par la suite. Oui, très rapidement, et ça fait écho à la réunion que nous avons eue avec Monsieur Poissemans concernant les recherches qui sont envisagées par le CRA. Eh bien, je veux citer un simple exemple sur notre exploitation où l'on cultive du lin et des pois de conserverie, par exemple, qui font pas l'objet de recherches très poussées ces dernières années, puisque ce sont des petites cultures et où les rendements sont en chute libre, catastrophique suite à ces années de sécheresse. Et donc, simplement d'abord remercier Guillaume parce qu'il a raison de dire qu'il faut des grandes séries et vous les avez à Jean-Blou, bien continuer les recherches parce que avec ça, on peut voir envisager l'avenir, je vais dire, de façon plus simple. Et alors, une deuxième réflexion pour Sylvie Laspina, bien, on n'a pas attendu évidemment d'avoir des problèmes pour essayer de les résoudre autrement que par la chimie. Évidemment, les déchômages, le travail du sol, etc., avancer les dates de semis ou pour le colza par exemple, ou reculer la date de semis pour les escourgeons pour essayer d'avoir moins de problèmes de pucerons, ça c'est clair, on le fait déjà. Donc, il ne faut pas croire non plus qu'en grande culture, on a focalisé toute notre attention sur les traitements phyto. Non, évidemment, on a mis d'autres moyens en œuvre et il est évident qu'on tient ça très à l'œil. Ça, voilà. Merci en tout cas. Parfait. Je propose qu'on coupe de nouveau les micros et qu'on écoute la deuxième partie de la présentation de Guillaume. Et donc, n'hésitez pas à leur encore intervenir dans le chat et puis par la suite, lors de la deuxième séance de questions-réponses.